Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Hey, bonjour tout le monde, bonjour. Bienvenue dans le coup de cœur du mois de mars. Vous êtes sur la chaîne du Professeur Board Game. C'est Martin de la zone Jeux de société. Alors, je vous souhaite un magnifique printemps tout le monde. Je suis sorti de mon sous-sol aujourd'hui pour vous offrir mon coup de cœur du mois. Écoutez, pour mon jeu, j'en ai essayé quand même beaucoup pendant le mois de mars. Et celui qui m'a vraiment le plus surpris, je vous dirais, c'est un jeu que je n'ai même pas en ma possession. C'est un jeu que je n'avais jamais entendu parler. Alors, il s'agit du jeu Terrorscape, qui est un jeu que j'ai vraiment eu du plaisir. Alors, c'est quoi exactement Terrorscape? Terrorscape, c'est un jeu à double mouvement caché. C'est la première fois, moi, que je vois ça. Alors, il y a une personne qui joue contre les autres. Donc, c'est un versus many, comme on dit en bon français. Et la personne qui est seule va incarner un genre d'assassin qu'on voit dans les films d'horreur. Et nous, les autres, les joueurs, on va incarner des gens qui sont pris dans un manoir et qui devront trouver la façon de sortir du manoir avant de se faire malheureusement tuer par l'assassin. Alors, ce qui est assez original de ce jeu-là, c'est que on a l'assassin qui ne nous voit pas bouger sur le plateau et nous, on ne voit pas l'assassin se promener non plus. Alors, c'est très asymétrique dans sa façon de fonctionner, mais c'est surtout extrêmement original. J'ai adoré ça. Nous, de notre côté, c'est très coopératif. On discute, mais il ne faut pas trop parler fort parce que sinon, on veut pas dire à l'assassin qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, il faut choisir ce qu'on va faire en se trouvant des petits trucs. On a des actions spécifiques à accomplir. On a 2 ou 3 façons de sortir du manoir. Soit on trouve les clés, il y en a 5 si ma mémoire est bonne, où on doit réparer la radio pour faire venir la police dans le manoir. Alors que pour ce qui est de l'assassin, il doit tous nous éliminer. Il faut être minimum 3 personnes, mais on peut jouer à 2. Là, mais il faut avoir au moins 3 joueurs du côté des joueurs plus l'assassin. C'est vraiment très cool comme jeu. Évidemment, mon ami qui a pris le jeu, il a fait un all-in. Alors, il y avait tout ce qu'il y avait, le tapis de néoprène. Et c'est un jeu qui est très overproduced. Mais c'est vraiment mon coup de cœur du mois. J'ai essayé de le trouver. Malheureusement, il n'est pas trouvable. Ça a l'air d'être un genre de Kickstarter exclusive. Mais c'est mon coup de cœur du mois de mars. Alors, Terrorscape, je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Regardez ça comme il fait beau. Allez dehors des fois. Et là, c'est au tour du prochain de vous dire c'est quoi son coup de cœur. De mon côté, bien content d'être de retour dans le coup de cœur. Ça fait un petit bout que je ne suis pas passé. J'oubliais à chaque fois, en fait, d'envoyer ma vidéo. C'est pas très compliqué, hein. Et en fait, j'ai un coup de cœur qui se déroule de janvier, février, mars. En fait, c'est les Aventuriers du Rail, Légendes de l'Ouest, où on a passé au travers de la campagne en janvier, février, mars, au courant de 5 sessions de jeu à 3 joueurs pour passer au travers de les Aventuriers du Rail, Légendes de l'Ouest. Ça a été vraiment une expérience super intéressante. Je suis un fan des Aventuriers du Rail à la base. J'aime ce jeu-là. J'aime les jeux de train en général. Fait que lui, ça reste un jeu de train très simple. Mais j'aime ce concept-là. Et ici, bon, on nous apporte plein de nouvelles mécaniques de jeu, d'une partie à l'autre, des changements, des petits rebondissements ici et là. Quand même une interaction entre les joueurs sur certains éléments. Des missions spéciales, etc. Là, je ne veux pas aller dans le gros détail. Je veux garder la surprise pour ceux qui sont en train de le faire. Et donc, ça a été vraiment une très belle expérience qui se déroule bien. Les parties, oui, vont de plus en plus... en fait, les 4 premières parties vont être assez rapides, autour d'une demi-heure, 45 minutes chaque. Après ça, les autres, c'est à peu près 1 heure et quart. Dépendant du temps de jeu, là, de votre vitesse de jeu, c'est sûr qu'il y a toujours le temps de lecture de qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines aventures qu'il faut tenir en compte, bien évidemment, mais les parties en soi vont durer 1 heure et quelques. Et on était capable d'en faire 2 par soir, là, 2 parties par soir, soir de semaine. Fait qu'on on se prenait de 7h30 à 10h, à peu près 10h30. Fait qu'on était capable de faire 2 parties là, à partir de la 5e. Et
Donc, très belle expérience, très content d'avoir pu compléter un Legacy au complet. C'est rare que ça arrive et donc voilà, c'était mon coup de cœur du mois de janvier, février, mars. Donc, c'est Les Aventuriers du Rail, Légende de l'Ouest. Hey, salut la gang, c'est JP et bienvenue dans le coup de cœur du prof Board Game. Ce mois-ci, je vous parle de mon jeu coup de cœur incontesté. Aucune compétition. Oui, j'en ai joué des bons jeux. Oui, il y a plein de jeux qui ont été de belles surprises, mais aucun n'arrivait à la cheville de Ella et l'éclat de la montagne. C'est incroyable ce jeu. C'est vraiment, vraiment superbe. On est sur du jeu narratif qui s'adresse quand même à des enfants. Personnellement, j'y ai joué avec mes 2 enfants. C'est sous forme de campagne de 6 scénarios, un tutoriel plus 5 vrais scénarios. Et une campagne, ça représente environ peut-être 8 heures, 9 heures de jeu maximum. Donc, derrière la cravate, j'ai environ 18 heures de jeu dans l'univers de Ella. On a un mécanisme de jeu vraiment simple où est-ce qu'on va piocher des cartes. On a un deck d'événements qui représente notre journée. Les cartes sont mélangées. Et on sait donc un peu en cours de partie les événements qui s'en viennent, mais on ne sait pas dans quel ordre ils vont survenir. Et lorsqu'on pioche une carte, souvent, on a des choix qui vont parfois nous générer des ressources, parfois nous offrir des possibilités, parfois vont nous offrir des choix éthiques. C'est un jeu qui parle d'intimidation, c'est un jeu qui parle de taxage, c'est un jeu qui parle de l'impact de nos choix et de leurs conséquences. C'est vraiment super pour jouer à des enfants, ça amène toutes sortes de discussions, mais moi-même, j'ai vraiment aimé l'expérience. Ça fait partie de mes meilleures expériences narratives à vie. J'ai pleuré en jouant à Ella. Mon garçon a pleuré, ma fille a pleuré. Tous les 3, on a pleuré à chaudes larmes. Franchement, si vous n'avez pas mis la main là-dessus, même sans mes enfants, j'aurais fait la campagne au complet et j'aurais vraiment apprécié. Alors, je ne peux pas vous encourager plus que je le fais déjà à tenter l'expérience aussi. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du coup de cœur. Alors premièrement, merci beaucoup David. C'est une belle tribune que tu offres à tous les intervenants ludiques, mois après mois, de proposer leur coup de cœur. Et c'est quelque chose que j'adore regarder également de mon côté. Le mois passé, j'étais absent. Ouais. Je dirais que c'est parce que j'étais trop occupé à jouer à Star Wars Unlimited. Star Wars Unlimited est un jeu de cartes à collectionner. Oui, un peu comme Magic ou Lorcana. Mais je dois dire que je suis vraiment tombé sous le charme de celui-ci. Bon, l'univers de Star Wars aide un peu. Je suis un grand fan de cet univers-là, mais également le jeu que je trouve vraiment, vraiment bien ficelé. Et là, je me suis dit, je vais avoir une approche beaucoup plus saine que j'ai pu avoir avec d'autres jeux de cartes à collectionner dans le passé. Je collectionne vraiment pour m'amuser. Mon but, c'est de faire découvrir le jeu. Donc, je suis pas à la recherche des cartes qui valent cher ou essayer de justement dire, ah, parfait, je vais essayer vraiment d'aller chez cela. Non, je veux faire des decks qui vont plaire au monde pour le faire découvrir. Je me suis fait 5 decks avec les cartes que j'ai en ma possession de manière à pouvoir faire découvrir le jeu et avoir beaucoup de plaisir. Donc, non, mon but, ce sera pas d'avoir un deck compétitif. Pas du tout. Je veux vraiment avoir du plaisir et avoir une approche beaucoup plus saine. Donc, Star Wars Unlimited, qui est un jeu vraiment, vraiment surprenant. Mais ça a été mon choix du mois passé parce que, bon, j'ai oublié d'envoyer la vidéo à temps. Mais je vous parle quand même de mon coup de cœur du mois. Ici, c'est une grosse boîte. Une grosse boîte qui s'appelle Black Rose War. Alors ici, c'est la version Renaissance, donc Rebirth, qui se trouve être une version un peu 1.5 du jeu original. Donc le jeu original était sorti sur Kickstarter, il y a eu beaucoup d'extensions, mais ils ont décidé de faire une petite refonte, donc de streamliner un peu les choses, de simplifier certains éléments et surtout d'offrir une belle grosse boîte remplie de stock. Et là, ça c'est la version boutique, donc non, je n'avais pas backé le jeu sur Kickstarter et j'aurais probablement dû parce que wow, il y a du stock là-dedans. Alors Black Rose War est un jeu compétitif où les joueurs vont incarner un puissant magicien et vont devoir tenter de s'attaquer en lançant des sorts. Donc on doit programmer des sorts, remplir son grimoire, attaquer les autres joueurs. Mais ce qui est le fun, c'est que lorsqu'on va être vaincu, on va quand même revenir immédiatement. Donc les joueurs vont faire des points de victoire selon les dégâts qu'ils vont avoir fait aux autres. Donc une espèce de petit côté de majorité de dégâts qu'on va faire. On va marquer des points. Et il y a également la Rose Noire qui est le manoir en tant que tel, le manoir magique
qui agit comme un joueur. Donc non, ce n'est pas un jeu coopératif, mais la Rose Noire compétitionne avec les autres joueurs. Et laissez-moi vous dire que pour les premières parties, la Rose Noire est de calibre et on s'est même fait battre par cette Rose Noire-là à plusieurs occasions. Donc, je pense que c'est un jeu qui mise sur le nombre de joueurs. Bon, j'ai joué à 2 joueurs, c'était peut-être pas l'idéal, mais je trouve que c'est un jeu qui offre énormément et c'est le successeur spirituel, à mon avis, d'un jeu culte pour moi qui s'appelle WizWar. WizWar est un jeu des années 80 qui est peut-être un peu plus vraiment au goût du jour. Les règles étaient compliquées, pas claires, mais Black Rose War Rebirth reprend vraiment l'essence même de WizWar et fait en sorte que c'est le petit jeu de compétition entre les joueurs que j'avais envie d'avoir depuis très longtemps. Notre coup de cœur du dernier mois va à Imperial Miner, qui est un jeu pour 1 à 5 joueurs, et parti d'environ 30 à 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu dans l'univers d'Imperial Settlers, mais puis ceux qui connaissaient Imperial Settlers, c'est un jeu de gestion de ressources, construction d'engins. Ici, c'est une version plus simplifiée de la construction engin. Ceux qui connaissaient le jeu Gizmo, ça se rapproche plus de ce type de jeu-là, mais c'est un jeu très satisfaisant. Le principe est super simple, c'est qu'on va avoir des cartes dans nos mains, puis à notre tour, on doit en placer une dans notre mine, qu'on va aller de plus en plus profond. Mais en fait, on a 3 types de cartes, de 3 niveaux différents. Les cartes de niveau 1 vont au premier niveau, les cartes de niveau 2 vont au deuxième niveau, et ainsi de suite. L'idée, c'est qu'à toutes les fois qu'on place une nouvelle carte, il faut payer le coût évidemment, on l'active et on active toutes les cartes qui sont au-dessus. Mais on en active juste si elle chevauche 2 cartes, on choisit laquelle des 2 qu'on va activer. Fait qu'on va essayer de placer notre engin pour réactiver certaines cartes. Et il y a plusieurs actions différentes qui nous permettent de réactiver des cartes à côté ou profiter de différents bonus. Il y a un plateau au centre, il y a différents plateaux au centre de la table. Qui sont des pistes qu'on peut avancer pour aller chercher différents bonus aussi, parce que le but, c'est de trouver le plus de diamants possible, mais ça nous prend de l'or pour construire des nouvelles cartes. Donc, c'est un jeu de construction d'engins très, très satisfaisant. Là. C'est facile à jouer, c'est facile à prendre en main, sauf que toute la mécanique de construction d'engins, on a souvent l'impression de faire des bons coups à chaque nouvelle carte qu'on va placer. Donc, c'est un jeu qu'on recommande fortement, qui est Imperial Miners. Bonjour, mon nom est Martin de l'Atelier du Meeple et merci encore au professeur Board Game de nous recevoir dans ses coups de cœur du mois de, cette fois-ci, mars 2024. Alors, pour mon coup de cœur du mois, j'ai choisi Rats of Wistar. Qu'est-ce que c'est Rats of Wistar? C'est un jeu de société qui est en premier lieu un placement d'ouvriers, mais c'est loin de n'être que ça. C'est un placement d'ouvriers avec une roulette d'action qui va tourner de manche en manche. C'est un jeu où vous allez devoir acquérir des cartes, jouer des cartes pour monter un petit engin dans lequel vous allez espérer faire plus. C'est un jeu d'exploration de l'Institut Wistar, si vous voulez, où vous allez croiser tout plein de gens qui font toutes sortes de choses étranges. Et c'est d'abord et avant tout un jeu excellent qui nous permet de combiner plein de mécaniques le fun. À la base, vos rats vont vous permettre de faire des actions sur une roulette d'action. Vous pourrez explorer le manoir pour sélectionner les choses, mais autour du manoir, vous allez pouvoir récolter des ressources en déposant des petites souris tout autour, dans 3 sections, la ferme, la forêt et le sous-sol. Et ça va vous permettre de creuser votre propre sous-sol à vous sur votre plateau d'action. Ça va vous permettre de développer, de bâtir des chambres pour vos petites souris que vous envoyez vous aider autour de la roulette d'action. Ça va vous permettre de faire des missions dans l'espèce d'institut que vous allez visiter avec une de vos souris. Et c'est vraiment un jeu assez complet. C'est pas très complexe à expliquer, mais c'est un jeu qui, malgré ses explications assez simples, demande beaucoup aux joueurs pour coordonner ses actions, pour faire un maximum de points à la fin. Et faites attention, si vous n'avez pas les placements d'ouvriers trop serrés, celui-ci, il est à l'ancienne, il n'est pas facile, il n'y a vraiment pas de la place pour tout le monde sur la roulette d'action. Et en plus, cette roulette d'action-là va changer d'endroit, donc les actions vont lentement tourner au cours de la partie. Alors, il y a 6 actions de base que vous pouvez faire, plein d'actions bonus dans le milieu, et il y a plein de contraintes. Alors, c'est un jeu, entre autres, c'est un jeu de Danilo Sabia et entre autres Simone Luciani, qui est un excellent designer, qui nous a donné toutes sortes de jeux intéressants et qui revient à la charge avec un placement d'ouvriers un peu à l'ancienne, avec beaucoup de crunch. Alors, je vous le conseille, Rats of Wistar.
Salut tout le monde! Donc, mon coup de cœur pour le mois de mars, c'est un gros jeu qui s'appelle Tales from the Red Dragon Inn. C'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu de combat tactique avec un petit peu de dungeon crawl à l'intérieur. Et évidemment, ce sont les personnages puis le monde du Red Dragon Inn et aussi du jeu Battle for Greyport. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est qu'ils ont vraiment simplifié les règles au point où il n'y a pas de livre d'instruction. Vous allez apprendre en jouant les 4 premiers scénarios. C'est des scénarios de base qui vous permettent de découvrir les règles un après l'autre graduellement en jouant à ça. Puis évidemment, ils vont vous donner un lexique là, pour les mots-clés puis les termes clés du jeu. Et avec ça, je vous dirais, c'est amplement suffisant pour apprendre un jeu tellement il est simple. Aussi, c'est une longue campagne quand même. C'est 25 scénarios sur 5 chapitres. Mais chaque scénario, vous pouvez les jouer de façon individuelle. Dans le livre là, qui vous fait préparer le scénario, ça va vous dire qu'est-ce que vous avez besoin d'aller chercher au niveau des cartes de la voûte. Parce que, évidemment, comme dans ce genre de jeu-là, si vous faites la campagne de A à Z, à chaque fois que vous réussissez un scénario, ils vont vous faire débloquer des cartes de la voûte et ça va être de l'équipement que vous allez devoir choisir pour votre personnage et d'équipement pour tout le monde. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que l'équipement que vous débloquez, c'est pour tous les personnages, même pour ceux avec lesquels vous ne jouez pas. Comme ça, entre-temps, si jamais il y a quelqu'un d'autre qui vient se joindre à votre campagne, il va avoir les mêmes niveaux de cartes d'habilité que vous pour pouvoir continuer la campagne. Et ça vous permet aussi, quand vous changez de scénario, vous êtes capable de changer de personnage si vous voulez, parce que les habiletés de ce niveau-là ont été débloquées. Donc, contrairement à beaucoup des jeux comme ça, c'est que vous commencez avec un personnage, puis il faut que vous gardez le même jusqu'à la toute fin. Mais celui-ci vous permet de faire des mix and match à chaque scénario, parce qu'à cause du système de déblocage des cartes quand vous réussissez les scénarios. Donc, vraiment très bien. Puis, en bonus, là-dedans, écoutez, les dés, lorsque vous faites des attaques, il n'y a aucune face qui a un côté blanc. Donc, vous ne pouvez jamais manquer votre coup. Vous allez toujours faire au minimum un point de dommage ou deux. Donc, ça, pour des gens là, qui sont pas chanceux au dés comme moi, c'est vraiment là, un petit bijou d'avoir ça. C'est un sentiment très satisfaisant de lancer les dés et d'être certain d'avoir des succès à chaque fois. Et puis, il y a un système là-dedans que j'aime beaucoup, qu'on commence à avoir de plus en plus. C'est un système de burst. Il y a une face des dés que c'est un succès. Puis, si vous obtenez cette face-là, vous lancez un autre dé supplémentaire qui peut là, augmenter à plusieurs lancers si vous êtes très chanceux. Bref, je pourrais en parler pendant très très longtemps, mais c'est mon coup de cœur du mois de mars, Tales from the Red Dragon Inn. Donc, à bientôt tout le monde. Au revoir. Salut les gamers, Sam de Board Game Duel, de retour pour les coups de cœur. Et ce mois-ci, mon choix va à Oathsworn Into the Deep Wood. Tellement grand que ça rentre pas dans l'image avec moi. Donc, c'est un jeu de campagne. Dans le fond, les joueurs vont être comme une compagnie de mercenaires, là, les Oathsworn. Puis on est dans un univers fantastique, assez dark, merci. Là. Dans le fond, la prémisse, c'est qu'il y a comme une forêt maléfique qui a recouvert la plupart du continent. Puis dans le fond, il y a des petites villes qui sont comme les îlots isolés au milieu de tout ça. Puis nous, on est comme une compagnie de vétérans un peu blasés, un peu hantés par leur passé, qui ont comme l'habitude de naviguer dans ces forêts-là, puis de combattre les créatures qu'on peut y retrouver. J'en dirai pas plus, parce que je veux pas rien gâcher de l'histoire, là, qui est vraiment bonne. Là. C'est super bien écrit. Dans le fond, chaque chapitre de la campagne est divisé en 2 parties. On a une partie narrative au début, où là, on va lire des textes, on va avoir des choix à faire, on va avoir différentes missions, différentes choses, dépendamment du chapitre. Là, ça va évoluer au cours de la campagne, ça aussi. Donc, ils réussissent à se renouveler dans ce partie-là, ce qui est vraiment intéressant. Puis, dans le fond, dépendamment des choix qu'on fait ou de qu'est-ce qui nous arrive, on va accumuler des jetons. Bref, ce qu'on fait pendant la partie narrative va venir influencer la partie Encounter, qui appelle donc une espèce de boss battle où là, on va carrément affronter un gros monstre, un gros méchant qui peut avoir des plus petits méchants avec lui ou pas, selon les scénarios. Puis c'est comme une surprise à chaque fois. Donc, quand on arrive au Encounter, le jeu va nous dire d'aller ouvrir telle enveloppe, puis là, ou telle boîte, là, si on est un crinqué qui a pris les versions de luxe avec les miniatures. Là, moi, j'ai la version avec les standees, puis ça fait très bien la job. Et là, on a un combat tactique à faire, puis le puzzle du jeu est vraiment bien rendu là, parce que dans le fond, on va avoir chacun son personnage avec des habiletés uniques.
Puis dans le fond, les actions qu'on peut faire vont dépendre de cartes qu'on va avoir à jouer. Donc chaque classe a son deck de cartes. Et ce qui est particulier avec celle-là, c'est que dans le fond, quand on joue une carte, on la met dans un emplacement de cooldown. Puis dans le fond, il y a comme différents emplacements de cooldown autour de notre plateau de personnage. Puis les cartes vont pas se promener toutes seules dans ce cooldown-là. C'est pas comme à la fin de chaque tour, toutes les cartes bougent d'un. Non, c'est que quand je joue une carte à un endroit, dans le fond, j'ai pas le choix de la jouer là parce que si, mettons, la carte a dit va dans l'emplacement 3, ben je la joue dans l'emplacement 3, puis après ça elle reste là. Mais je dois jouer une autre carte dans l'emplacement 3, puis là, ça va déplacer toutes celles qui sont là. Fait que si j'enchaîne mes cartes dans le bon ordre, ben, je vais les faire cycler vraiment plus rapidement. Donc, le puzzle est là, tu sais, faut jongler entre qu'est-ce que le monstre va faire, qu'est-ce qu'il est sur nos cartes, puis c'est quoi le timing de cooldown de toutes ces cartes-là. Donc, l'ordre dans lequel on les joue, c'est vraiment important, puis c'est vraiment un beau puzzle, là. Pour vrai, moi, c'est mon jeu de campagne préféré depuis Gloomhaven, puis ça se pourrait qu'il dépasse Gloomhaven un coup que tout va être fini, là. On a à peu près la moitié de la campagne de fête à date. Puis, en mars, là, on a vraiment sauté dedans. Puis j'ai hâte de continuer, j'ai hâte de voir où est-ce que l'histoire s'en va. Oathsworn Into the Deepwood. À la prochaine! Donc bonjour à tous, c'est Elsa de Ludipsy et je vous présente mon coup de cœur du mois. C'est un jeu en fait que j'ai découvert avant-hier, un petit jeu familial, un jeu de gestion de cartes, de gestion de ressources, un jeu de stratégie qui se joue aux 10 ans et plus et qui est sur la thématique des dragons. Donc un univers vraiment cute, vraiment mignon. Ça s'appelle Flamecraft. Donc dans ce jeu, un jeu compétitif, on essaie de devenir le maître de Flamecraft. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est en gérant différentes ressources, en piochant des dragons avec différents pouvoirs ou actions et en faisant des enchantements. Donc on a deux styles d'action possibles, soit de faire de la gestion de ressources et dans le fond d'être capable de éventuellement planifier un enchantement ou de faire des enchantements. Donc, c'est un jeu vraiment agréable qui se joue de manière assez rapide. J'ai joué à 4 joueurs, ça se joue entre 1 et 5. J'ai pas essayé à un joueur, je vois un peu comment ça pourrait se jouer, mais c'est un jeu vraiment agréable à jouer avec d'autres personnes. C'est compétitif, mais pas non plus acharnement, donc ça peut quand même se jouer assez bien en famille sans que ça fasse trop de conflits familiaux. Et je vois qu'il y a plusieurs adaptations aussi possibles qui pourraient être mises en place pour jouer peut-être avec des plus jeunes ou pour jouer sans qu'il y ait justement l'aspect un peu trop compétitif. Donc le jeu Flamecraft qui est, j'imagine bien disponible, un beau jeu, vous allez voir, je pense que vous allez être charmé par le côté visuel, puis par la suite la gestion de ressources, la gestion de cartes amène vraiment un côté enchanteur dans ce petit jeu. Hey, salut! Ici les garçons du Bureau du Loisir. C'est Mathieu et David. Oui. Merci au prof Board Game de nous réinviter pour partager les coups de cœur. Faut croire qu'on lui a pas fait honte. Pas encore. Ouais. Alors, aujourd'hui, le coup de cœur du mois de mars. Mathieu, qu'est-ce que tu veux partager avec nous? On pourrait peut-être commencer par le tien, David. Ah, moi je n'ai pas de coup de cœur. J'ai tout haï au mois de mars. Oh! Je suis comme les sorcières là, dans les films de Disney. Je répands la noirceur partout et je fais pourrir les paniers de pommes. Écoute, il y a des mots comme ça, faut croire, David. Oui, la Saint-Patrick et tout ça. Oui. Tu sais ce qu'on dit dans la vie, il y a quatre sortes de personnes, hein, dans la vie. Ouais. Il y a ceux qui font le party. Il y a ceux qui subissent le party, qui l'entendent, mais qui n'ont pas été invités. Il y a ceux qui savent même pas qu'il y a un party. Et il y a ceux qui, comme moi, dans mon rapport avec Five Tribes, arrivent très, très, très en retard au party. Mais très tard. Mais très tard, 10 ans plus tard, je sais pas. Moi, j'ai pas ouvert mes courriels, faut croire. Dans ce temps-là, c'était du courrier papier. Oui, voilà. Peut-être même de pigeon. Donc Five Tribes de Bruno Catala, un jeu vraiment super, inspiré du Mancala africain, un jeu très 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 classique. Tu nous dis c'est quoi rapidement le Mancala? Mancala, il faut prendre des pierres puis égrener les pierres dans différentes petites cavités, okay, dans le but de ramasser toutes ces pierres de la même couleur au même endroit. Okay.
Et donc là, on a des meeples de différentes couleurs et on va appliquer un peu le même principe. Et là, on va terminer, on va prendre toutes les meeples de la même couleur. Et les meeples de la même couleur vont avoir, ça c'est Wally, je vous le présente, vont avoir une couleur et un pouvoir particulier. Ah, voilà. Donc, un jeu très classique, mais au développement stratégique vraiment très complexe. Et c'est vraiment ce que j'aime dans ce genre de jeu-là. C'est un feeling classique, mais on sent toute la modernité de la pensée et de la stratégie. Donc, un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé, visuel très intéressant. Ouais, moi, j'ai été surpris de ça. Ouais. Très actuel, même si c'est vieux, c'est super beau le jeu, c'est pas dépassé. Le plateau est modulaire, donc toujours changeant aussi. Tu n'auras jamais ou presque 2 parties pareilles. Ça, c'est excitant. Première partie, full all dress, mais avec toutes les extensions. Pas trop compliqué non plus à maîtriser. Donc, beaucoup de choses pour lui. Five Tribes, c'est mon coup de cœur du mois de mars. On passe au prochain. Salut tout le monde, ici Eric et mon coup de cœur ce mois-ci, il s'agit de l'excellent SkyTeam. Donc SkyTeam, ce qui m'a attiré d'abord, c'est que c'est un jeu qui joue exclusivement à 2, donc parfait pour moi et ma conjointe. Et il y a aussi que c'est des parties qui sont quand même assez courtes, là, donc entre 20 et 30 minutes. Donc tout de suite, là, ça m'a attiré. Et la mécanique aussi. Donc dans SkyTeam, vous allez incarner un pilote et un copilote. Et le but du jeu, c'est de faire atterrir l'avion. Donc à chaque tour, l'avion va descendre en altitude pour finalement arriver au niveau du sol. Et de l'autre côté, vous allez avoir des pistes aussi qui représentent les différents aéroports de partout dans le monde. Et il y a 4 niveaux de difficulté au niveau des pistes et chaque piste va apporter des mécaniques qui sont différentes. Donc ça pourrait être par exemple une piste très de base où il n'y a pas de défi supplémentaire. Ça pourrait être aussi que vous allez devoir gérer du vent, des montagnes, donc vous allez devoir incliner l'avion pour passer là, dans les montagnes. Vous pourriez avoir à gérer du kérosène, un copilote. Donc c'est certains exemples là, de mécaniques que vous avez dans le jeu. Et en plus, là, il va y avoir du trafic aérien qui va être différent aussi. Donc, comment on joue à SkyTeam, grosso modo, c'est très simple. On brasse chacun des dés et on ne peut pas dire à l'autre c'est quoi nos dés. Puis la petite twist, c'est qu'on ne peut pas se parler une fois que le jeu est commencé. Donc, on peut se faire une petite stratégie. Par exemple, ce tour-ci, on va essayer d'avancer l'avion plus rapidement. On va essayer de dégager un peu le trafic aérien. Mais une fois que les dés sont lancés, on ne peut plus communiquer. Et à tour de rôle, vous allez placer des dés sur, je ne sais pas si on le voit bien, mais sur un tableau de bord comme ça ici, pour réaliser des actions justement éloigner le trafic aérien, pour incliner l'avion, pour le faire avancer. Et ultimement, dans le fond, vous avez 2 dés que vous devez placer obligatoirement, soit l'axe de l'avion et la vitesse. Et vous pouvez aussi placer les 2 autres dés là, à des endroits différents. Donc, le pilote et le copilote vont avoir des missions qui sont différentes. Exemple, préparer les freins. Puis on doit là, faire certains prérequis avant d'arriver. Donc, ce que j'ai aimé de SkyTeam, la mécanique, les mécaniques différentes, en fait, la rejouabilité aussi. Donc, il y a vraiment plusieurs pistes avec des mécaniques différentes, comme je vous disais. Donc, chaque partie, on la sent différente. Ça, c'est super intéressant. Le fait que ça soit rapide à jouer aussi, donc 20 à 30 minutes, un soir de semaine, on sort ça. C'est pas compliqué, on fait 2-3 parties de suite aussi. Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est le premier jeu dans la thématique d'avion aussi que j'avais. Donc, ça aussi, ça m'a attiré, le fait que ça soit juste à 2. Puis somme toute, là, oui, il y a une part de hasard à cause des dés, mais vous pouvez aussi contrôler ce hasard-là, puis de la façon que vous allez placer les dés aussi, la complicité que vous allez développer avec la personne avec qui vous jouez, là, ça rend le jeu très intéressant. Donc, c'est pas super dispendieux non plus, là, je me rappelle pas, je pense que c'est autour de peut-être 30$. Donc, un bon petit jeu, pas trop cher, rapide à jouer, parfait pour les soirs de semaine. Donc, c'était SkyTeam, mon coup de cœur du mois. Sur ce, je vous dis merci et on se revoit bientôt. Salut! Bonjour tout le monde, bon lundi. C'est Pierre-Marc de l'émission Un Board Game Procès Parfait. Je vous présente mon coup de cœur du mois de mars 2024. Il s'agit du jeu de cartes à collectionner de Fantasy Flight Games, Star Wars Unlimited. Bon, je suis déjà très saturé en termes d'achat de jeux de cartes à collectionner avec l'Orcana, mais j'ai adoré mon expérience de draft, particulièrement de Star Wars Unlimited. Non pas donc pour en faire la collection comme je le fais avec l'Orcana, mais beaucoup plus pour pouvoir y jouer principalement et probablement quasiment uniquement dans son format de draft. Donc, un format draft, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vous le rappelle, il s'agit de chacun prendre 3 paquets. Souvent, on va le faire là, en nombre pair, là, donc 4, 6 ou 8 joueurs. On va ouvrir un premier paquet chacun. On va prendre une carte, puis on va passer au joueur suivant. On va passer à gauche pour le premier pack, pour le deuxième paquet, on va passer à droite, puis à gauche pour le dernier. Puis à la fin de tout ça, on va réduire ça à un deck de 34 pour Star Wars Unlimited. Puis on va faire des parties entre nous avec ce
paquets-là qu'on vient de se construire au fur et à mesure où on draftait nos cartes. C'est un format que j'aime beaucoup dans tous les jeux de cartes à collectionner. Et dans Star Wars Unlimited, ils ont vraiment fait une version de ça très précise pour leur jeu, qui a été vraiment très bien pensée, parce que dans le jeu, on a un leader et une base. Et au début, quand on va ouvrir nos 3 paquets, en fait, on va enlever le leader, qui est la première carte de chacun des paquets, ainsi que la base. Les bases, on va les mettre dans le milieu, n'importe qui va pouvoir les prendre. On va pouvoir même prendre parmi nos bases qu'on possède déjà s'il en manque. Et on va drafter les leaders. Fait que ça veut dire qu'on va avoir 3 leaders dans notre main de départ. On va en choisir un, on va passer à gauche, etc. Jusqu'à temps qu'on ait 3 leaders. Puis, on va ensuite faire le draft normalement avec le reste de nos paquets. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'on va pouvoir orienter nos choix en fonction des leaders qu'on a draftés dans le draft de départ. Et à partir de là, on sait aussi quels leaders ont été draftés par les autres joueurs. Fait que on est capable un petit peu de réfléchir à quelles cartes qui sont le plus susceptibles de partir. Parce qu'il faut quand même respecter le fait qu'on peut avoir maximum les couleurs de notre leader et de notre base. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on n'est pas complètement restreint aux couleurs de notre leader. On peut toujours dire, mettons qu'on aurait 2 leaders rouges puis un leader jaune, on pourrait quand même prendre des cartes bleues en se disant qu'on va prendre une base bleue pour accompagner notre leader. Fait que c'est vraiment un format qui est intéressant en général dans le jeu de cartes à collectionner, mais celui-là, j'ai l'impression qu'ils ont pensé à un niveau encore plus supérieur, ce qui en a fait mon coup de cœur. Alors, Star Wars Unlimited, avec, entre parenthèses, le format limité draft. J'ai adoré mon expérience. C'est mon coup de cœur du mois de mars. Sur ce, je passe au prochain. Bonjour mes petits chevaux sur 4 pattes, c'est Vince. Merci Dave de m'accueillir. Désolé, je suis pas assidu comme j'aimerais l'être. Mais pour compenser, j'ai 2 coups de cœur à vous offrir ce mois-ci. Je savais pas comment départir, donc pourquoi pas vous les présenter les 2. Le premier tombe exactement dans ma veine de jeu. Il s'agit de Verat, un jeu de conspiration, négociation, politique, coup de cochon, comme je les aime. On est des vizirs, on va se déplacer pour aller récupérer des cartes et ensuite de ça, aller assassiner le sultan pour prendre sa place. Je l'ai recommandé à Cole Worley et ce matin, je réalise qu'il l'a noté 10 sur 10. Wow, génial! Mais je le sais que ça ne fera pas l'unanimité et surtout que ça ne correspond peut-être pas nécessairement à l'auditoire de David qui aime des jeux plus économiques / euro. Donc, je vous recommande à ce moment-là Automobile de Martin Wallace. C'est tellement bon ce jeu-là, c'est vraiment, vraiment solide. Un jeu économique qui nous lance dans les années 20-30 dans la folle course des automobiles des années 20. Donc, on va ouvrir des industries pour promouvoir certaines voitures, les vendre. Ensuite de ça, fermer ces industries-là pour rouvrir, pour obtenir de nouvelles voitures plus performantes qui correspondent aux demandes du marché. C'est tellement fluide, c'est brillant, c'est ingénieux. On reprend plusieurs mécaniques qui, ensemble, là, font vraiment une espèce de cocktail explosif économique avec la spéculation de marché. On va brasser beaucoup d'argent. L'ordre de tour aussi qui est variable et qui va nous donner des pouvoirs différents pour correspondre à ce qu'on a besoin. Donc, est-ce qu'on veut des cubes de recherche-développement pour avancer sur cette piste de voiture plus rapidement? Est-ce qu'on veut se débarrasser de cubes d'inefficacité qui vont nous coûter de l'argent à chaque round? Ou encore, on veut vendre davantage de voitures sur le marché? C'est des superbes décisions déchirantes, croustillantes. Pas beaucoup on a 12 actions totales dans le jeu, donc il faut être le plus optimal possible, mais surtout s'adapter à la compétition. Et c'est ça que j'aime énormément d'Automobile, c'est qu'il faut s'adapter aux autres joueurs, il faut regarder qu'est-ce que les autres joueurs font, parce que c'est un jeu économique sublime, extraordinaire. Verat aussi d'ailleurs. Bref, si un des 2 jeux vous intéresse, je vous recommande fortement d'aller voir un petit peu davantage sur ces jeux-là. Si vous voulez les essayer, contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous les montrer. Et dans tous les cas, si un des 2 vous intéresse, posez-moi des questions, je vais pouvoir répondre et peut-être que vous allez vous trouver une copie, pas trop cher. Je vous le souhaite. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Merci encore une fois à Dave et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. Bonjour tout le monde, ici Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal et aujourd'hui je vais vous présenter mon coup de cœur du mois de mars. Donc mon coup de cœur du mois de mars, c'est le jeu Distilled de Paverson Games qui a été traduit en français par Matago. Donc c'est un jeu de gestion de main et un peu de deck building dans lequel on va incarner des propriétaires de distilleries et on va vouloir
dans le fond, amasser le plus de succès d'ici la fin de la partie en créant différents alcools forts avec les recettes que l'on possède et que l'on va acheter durant tout le long de la partie. Donc, c'est un jeu qui va se jouer en 7 tours et à chacun des tours, dans le fond, durant la phase de marché, on va ramasser des ingrédients différents afin de pouvoir faire les recettes que l'on souhaite faire. Ce qui est intéressant comme principe dans ce jeu-là, c'est qu'on doit collecter pour pouvoir faire nos alcools de l'eau, de la levure et différents sucres, tout dépendamment de la recette que l'on doit faire. Et dans le fond, les ingrédients, on les achète au marché. Il y en a de différentes valeurs qui vont nous rapporter différents types de points de victoire et tout ça. Et une fois qu'on a amassé toutes les cartes, ce que l'on doit faire, en fait, c'est qu'on doit brasser toute notre recette ensemble. Et comme quand on crée de l'alcool, on fait le dessus du baril et le fond, en fait, on doit s'en débarrasser. Donc, on enlève la première carte et la carte du fond et ensuite, on regarde ce qui nous reste en main. Et avec ça, on essaie de faire la recette qu'on avait prévue, si on est chanceux et qu'on a tous les ingrédients nécessaires pour la faire, ou on essaie de faire une autre recette si jamais on ne peut pas faire celle-là. Et on amasse des points de victoire, on amasse de l'argent pour pouvoir acheter d'autres ingrédients les prochains tours, et celui qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie la remporte. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a une grande rejouabilité dans le jeu parce que les différentes recettes, en fait, il y en a vraiment beaucoup. Et dans le fond, les cartes vont changer là, de partie en partie, ce qui fait que c'est vraiment différent. Les prérequis pour les recettes sont différentes. Donc, il y a vraiment une grande rejouabilité, une belle profondeur au jeu. C'est un jeu qui a une vraiment belle production. Comme je disais tantôt, il y a un insert qui vient avec le jeu aussi. Donc, tout se range super bien, se met en place super facilement. C'est un jeu qui s'explique bien aussi et qui s'apprend super bien. Donc, bref, une super belle découverte pour le mois de mars et c'est pour ça que c'est mon coup de cœur. Merci beaucoup à David de m'avoir invité pour la vidéo. Passez une excellente journée et à la prochaine. Bonjour tout le monde, ici LP et pour mon coup de cœur du mois de mars 2024, je te présente le jeu Senjutsu. Je te résume le jeu Senjutsu Bataille pour le Japon qui est un jeu d'affrontement pour 2 à 4 joueurs avec un mode solo que je n'ai toujours pas essayé, soit dit en passant. Dans Senjutsu, les joueurs vont avoir à se choisir un combattant, ils vont choisir une arme, ils vont choisir différentes cartes pour se construire un deck personnalisé pour leur combattant. Et dans un tour de jeu, dans le fond, les joueurs vont choisir une carte à jouer, ils vont la révéler en même temps. La carte va avoir une initiative, va avoir différentes actions qu'on peut faire dessus, fait qu'on va se déplacer, attaquer son adversaire, le stunner, le blesser, l'étourdir, l'assommer, le projeter dans les différents décors qu'il va avoir sur la map, etc. Fait que c'est un genre de jeu que j'aime déjà beaucoup. La thématique de celui-là me parlait beaucoup aussi parce qu'on est dans la thématique du Japon, des samouraïs de cette époque-là, l'époque Edo, ce que j'aime beaucoup aussi. Et le jeu, il y a beaucoup de beaux matériels, il y a des figurines, il y a beaucoup de standees, de trucs qu'on peut mettre pour placer le décor. Les maps sont pas grandes, fait qu'on va avoir par exemple, on a ici le petit pont sur lequel on peut se battre, fait qu'on est rapidement en face l'un de l'autre. Il y a une mécanique intéressante, on va avoir une espèce de petite carte où on va déplacer un jeton sur cette carte-là qui représente notre statut de combat, notre position de combat en quelque sorte, si on est agressif, défensif, déterminé. Puis ça va déclencher différents effets sur des cartes, fait qu'une même carte n'aura pas tout à fait le même effet selon la posture de combat qu'on est placé. C'est un jeu où le facing est important, donc l'orientation de notre combattant est très important, fait qu'on va avoir à jouer avec ça aussi. Il y a beaucoup de petites mécaniques qui m'intéressent à l'intérieur. Le livre de règles il est relativement correct pour bien apprendre le jeu, surtout les règles multijoueurs sont quand même assez bien. Puis, donc, c'est un jeu simple à comprendre. Les parties sont assez rapides une fois qu'on s'y met. Puis, c'est un jeu où il y a énormément de cartes qu'on peut utiliser pour construire notre deck. C'est vraiment un deck building dans le sens pur du terme, là, dans le sens où on va construire son deck d'avance, on va essayer son deck contre son adversaire, puis on va essayer d'améliorer son deck de partie en partie pour essayer de profiter des différentes possibilités de combos que le jeu va t'offrir. Fait que si t'aimes les jeux d'affrontement, les jeux d'escarmouche à 2 joueurs, rapides et tendus, ben c'est un très très bon choix, selon moi, Senjutsu. Bonjour à tous, c'est Marion de la chaîne Je vous explique les règles. Merci David encore une fois pour cette invitation. Ça me permet de vous parler de mon coup de cœur actuel qui est Harmonie. Harmonie, c'est un jeu de chez Libellude qui sortira le 19 avril prochain et que j'ai eu la chance d'essayer en avant-première. Le but de ce jeu est de créer sur votre plateau des environnements afin d'accueillir un maximum d'animaux, à l'aide de tuiles. Je sais que la première impression, ça va être « Oh, combien il est mignon! Oh, combien il va être facile! Oh, il va sûrement être pour les enfants !» Eh bien, détrompez-vous, que ce soit en solo ou en multijoueur, Harmonie va vraiment offrir une panoplie de défis à remplir. En effet, les agencements semblent assez simples à accomplir, mais vous allez vouloir en faire beaucoup,
et il va falloir choisir et être malin sur l'agencement de votre plateau pour en accomplir un maximum. C'est vraiment un jeu super malin. Évidemment, la direction artistique est adorable, vivante, colorée, on a vraiment envie de le mettre sur la table, et le matériel donne vraiment l'envie de le manipuler. Au niveau de l'interaction entre les joueurs, je ne vous cache pas que c'est pas le jeu le plus riche à ce niveau-là, parce que vous allez en effet vouloir optimiser votre propre plateau au détriment d'aller mettre des bâtons dans les roues de vos adversaires. Ce qui est évidemment possible en venant voler des tuiles qui pourraient leur être favorables ou des cartes animaux, mais j'avoue que dans mon expérience, on est plus concentré sur ce qu'on fait que ce que les autres font sur leur propre plateau. En conclusion, Harmonie, ce n'est pas juste un beau jeu. Il est malin, il y a de l'optimisation et de la réflexion à donner tout au long de la partie. Je vous conseille de lui laisser sa chance, et je vous rappelle qu'il sort le 19 avril. Bonjour tout le monde, merci David de l'invitation pour partager mon coup de cœur du mois de mars 2024. J'ai eu la chance de découvrir un excellent jeu qui arrive prochainement sur le marché. Je parle de Middle Ages. C'est de l'auteur Marc-André, qui est l'auteur de Splendor. Il avait fait déjà dans le passé un jeu qui s'appelait Majestic, que j'avais beaucoup apprécié à l'époque et qui revient avec une production, ma foi, vraiment splendide de la part de Studio H. Alors, c'est un jeu de repêchage de tuiles et de construction de villages, dans lequel on va avoir des petits chevaliers comme ça ici. On va avoir le marché de tuiles qui va être dépendamment du nombre de joueurs, qui vont toujours être positionnés selon un ordre numérique. Donc, chaque tuile a un numéro à l'arrière et on va les mettre en ordre croissant. Le premier joueur va décider où va aller faire son action, tandis que le prochain va prendre la tuile qu'il veut. Donc, on peut se positionner. C'est un repêchage. Ensuite, on va le faire dans l'ordre croissant. Donc, c'est toujours la première tuile qui va être prise. Le joueur en question va la prendre et va la mettre pour composer son château. Ça reprend un paysage qui est magnifique. Vous avez vu, toutes les illustrations fonctionnent avec eux. Donc, ça fait vraiment un panorama à la fin. Et ensuite, on va activer l'endroit où on a mis la tuile. Donc, ici, le rempart va me permettre de me protéger, mais va également permettre de prendre ici le fameux jeton ici, qui est un éclaireur, qui va aller me faire une priorité. Je vais aller réserver une tuile pour le prochain tour. Et ensuite, je vais marquer donc le nombre de points ici, selon le nombre de tuiles que j'ai. Donc, je vais faire 2 pièces par champ que j'ai. Donc, présentement, j'ai un champ. Donc, je me fais 2 pièces. Et ensuite, par rempart, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, un total de 6 pièces d'or. Et on accumule comme ça de l'argent à chaque repêchage pour pouvoir maximiser notre engin qui va être ici. Donc, tout ça s'installe dans une économie serrée, des parties rapides d'une trentaine de minutes. Et en plus de ça, on a des cartes. Donc, une série de cartes aléatoires. C'est des événements qui vont arriver à chaque 4 rondes qui vont être soit positives, donc des points ici supplémentaires pour le nombre de paysans, ou des actions négatives, donc tout le monde va perdre ici un rempart, ou tout le monde ici va réparer une tuile, donc c'est changeant d'une partie à l'autre. Bref, vous avez vu, c'est très simple, c'est très accessible, un peu comme dans Splendor, un peu plus, et la production qu'on a de Studio H est vraiment magnifique, alors très hâte de vous le permettre de l'essayer. Donc c'est Middle Ages de la compagnie Studio H qui arrive prochainement sur le marché avec une très belle production. Alors je vous invite à aller l'essayer si vous voulez le découvrir parce que c'est vraiment très bon. Alors sur ce, David, c'est à toi. Salut les gamers, pour mon coup de cœur du mois de mars 2024, je vais y aller avec le fameux jeu de cartes à collectionner Star Wars Unlimited. Donc un jeu de cartes pour 2 joueurs principalement, de duel dans lequel on va s'affronter. On va incarner un des héros de l'univers de Star Wars qui va avoir aussi sa base. On va tenter de défendre notre base et de détruire celle de notre adversaire. Donc c'est quand même assez typique de ces jeux-là. Mais il réussit quand même à se démarquer des autres jeux dans le genre parce que la structure du tour de jeu ressemble plus à un jeu de société qu'à un jeu de cartes classiques. Dans ces jeux de cartes-là, souvent, le joueur, on va jouer à tour de rôle, donc le joueur va jouer toutes ses actions de son tour, va utiliser toutes ses ressources, faire tous les effets de ses cartes, après ça, ça va passer à l'autre joueur, puis on va alterner comme ça jusqu'à temps qu'un des 2 joueurs l'emporte. Mais dans Star Wars Unlimited, on est limité à une action à chaque tour, donc on a vraiment le côté très tendu d'anticiper, de voir ce que notre autre adversaire fait, puis on a le temps de s'adapter à ce qu'il fait, parce qu'on fait une action chacun, jusqu'à temps que les deux, on passe notre tour, parce qu'on n'a plus de ressources ou on n'a plus d'habileté à activer
activer sur les cartes qui sont en jeu. Et là, on va passer à la nouvelle manche et c'est là qu'on va pouvoir ajouter une carte en ressources, qu'on va piocher des nouvelles cartes, qu'on va redresser toutes nos cartes qui vont pouvoir être réutilisées à la prochaine manche. Fait que je trouve que c'est un système qui est super intéressant, qui est super stratégique et qui permet justement beaucoup d'adaptation. On peut même des fois passer notre tour puis laisser notre adversaire jouer, voir qu'est-ce qu'il va faire parce qu'on veut s'adapter à telle ou telle situation. Donc, un système de jeu ultra tactique, ultra stratégique que j'aime beaucoup. Puis j'aime aussi que le fait, la gamique d'avoir le fameux leader qui va dicter, oui, les couleurs de cartes qu'on va avoir dans notre deck, mais qui va aussi être, il va avoir une habileté et qui va pouvoir devenir une unité qui va se déployer automatiquement. Donc, c'est très thématique dans la sauce Star Wars, d'avoir l'espèce de héros, le Jedi qui débarque et qui est super fort. Fait qu'on ressent ça quand le leader débarque sur le champ de bataille, bien, ça va influencer ce qui va se passer. C'est un moment pivot dans la partie. Donc, je trouve que c'est super thématique avec l'univers. Puis c'est vraiment le fun au niveau du gameplay, ce que ça va amener aussi. Donc, vraiment une belle réussite pour Star Wars Unlimited. Même si je ne suis pas quand même très friand du modèle d'affaires des jeux de cartes à collectionner. Évidemment, ça coûte quand même très cher. J'ai réussi à me procurer quand même pas mal de produits et j'ai réussi à compléter mon set. Donc, j'ai au moins un exemplaire de chacune des cartes dans le premier set, ce qui m'a permis justement de faire plein de decks, d'essayer plein de combinaisons différentes. Et puis c'est le fun des fois juste de changer un leader, mais de garder un deck intact ou d'avoir des changements comme ça, avoir un leader qui vient avec quelques cartes qui ont des bonnes synergies avec lui. Fait que bref, il y a beaucoup de choses à expérimenter avec ça. C'est un jeu aussi que j'ai eu l'occasion de jouer un draft, donc le système de draft est super bien fait, super bien pensé. Ça a été super agréable comme après-midi, qu'est-ce qu'on a fait avec le draft. Fait que vraiment des expériences à répéter. J'ai hâte de voir aussi où ça va s'en aller évidemment dans le futur. Donc, ils ont déjà commencé à révéler des petites cartes pour le set numéro 2 qui va se passer dans l'univers du Mandalorien. Donc, on va avoir les cartes de Grogu, du Mandalorien, de Moff Gideon, tous les personnages qu'on a vus là, dans cette série télé. Donc, j'ai très hâte à ça, la deuxième set qui devrait arriver au mois de juillet. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question de jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois d'avril 2024, dans lequel vous pourrez gagner le petit jeu de cartes Faraway. La question du jour est très simple. Quel est votre jeu coup de cœur du mois de mars 2024? Donc, vous écrivez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour le concours. Encore une fois, je veux remercier tous mes collaborateurs et collaboratrices qui ont pris le temps de m'envoyer leur segment coup de cœur pour vous les partager. Donc, toujours une belle communauté très soudée, les médias ludiques francophones. Donc, c'est toujours plaisant de jaser, de discuter de jeux avec tout ce monde-là et de faire ce partage-là avec vous à chaque mois. Donc, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un autre segment coup de cœur. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.